Voilà, tout est dit, ou presque. Dès la première ligne, ça commence comme ça, de but en blanc, une voix qui nous attrape et qui nous ne lâchera plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un véritable tremblement de terre dans la littérature française, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Un livre qui, à sa sortie, a tout simplement changé les règles du jeu. Mais attention, il faut bien comprendre que ce livre, ce n'est pas juste une histoire qu'on lit. Non, c'est une véritable expérience, une descente en apnée dans les ténèbres du XXe siècle. Alors c'est quoi cette fameuse nuit du titre? Eh bien, ce n'est pas un endroit où l'on va, c'est un état d'esprit. Un pessimisme total, une façon de voir le monde sans aucun filtre, sans aucune illusion. C'est le regard de notre narrateur, Ferdinand Bardamu. Et cette noirceur, on la vit à travers sa langue, une langue parlée, crue, argotique, qui a fait exploser la belle prose bien polie de l'époque. Le voyage de Bardamu, c'est un vrai chaos. Mais on peut quand même y voir 4 grandes étapes, qui sont en quelque sorte les 4 actes de la pièce. On va donc suivre son parcours. D'abord la guerre, puis l'Afrique, l'Amérique, et pour finir, le retour au bercail, en France. Allez, on plonge directement dans le premier cercle de l'enfer. Comment Bardamu se retrouve-t-il à la guerre? Sur un coup de tête, une bêtise, une sorte de défi lancé à un ami, place de Clichy, et le voilà engagé. Et là, c'est le premier électrochoc. D'un côté, il y a le discours officiel, l'héroïsme, la gloire, la patrie. Et de l'autre, ce que Bardamu voit de ses propres yeux. Une boucherie absurde, un abattoir géant dirigé par des incompétents. Pour Céline, la seule réaction intelligente face à ça, ce n'est pas le courage, non, c'est la peur. C'est d'avoir la trouille. Il faut imaginer l'effet d'une telle idée en 1932. C'était tout simplement scandaleux. Cette phrase, elle est d'une violence. Elle nous dit que l'horreur, avec un grand H, c'est comme le plaisir. C'est une première fois. Une initiation qui vous change à jamais. C'est la fin de toute innocence. Et en disant que la lâcheté, au fond, c'est juste être lucide, Céline ne fait pas que raconter son histoire. Il dynamite toute la morale bien-pensante de son époque. Et c'est au milieu de ce désastre qu'il tombe sur un personnage absolument capital, Robinson. On pourrait dire que c'est son double, mais en plus cynique, en plus noir, un type qui semble toujours avoir une longueur d'avance sur lui dans la misère. Robinson, c'est l'ombre qui va le suivre tout au long de son voyage. Fini la guerre, Bardamu s'échappe, il fuit, il espère trouver autre chose, un nouveau départ. Mais en réalité, il va juste découvrir que la cruauté humaine s'exporte très bien sous d'autres latitudes. Que ce soit en Afrique ou en Amérique, le décor change, mais la pièce reste la même. La guerre, finalement, n'était qu'un aperçu. Dans la brousse africaine, c'est la bêtise et la cupidité des colons. Dans les usines Ford à Détroit, c'est l'aliénation, la solitude dans une machine immense. Bardamu comprend que la nuit, ce n'est pas juste les tranchées, c'est le monde. Mais, et c'est là que Céline est géniale, même dans cette noirceur quasi absolue, il y a de temps en temps une étincelle. Des personnages qui apparaissent comme des anomalies. Prenez le sergent Alcide, un type banal, ordinaire en apparence. Il s'use la santé dans l'enfer de la colonie. Pourquoi? Pour envoyer son argent à une petite nièce qu'il a à peine vue. C'est un geste de bonté tellement pur, tellement gratuit dans cet univers de brutes, que ça en devient presque absurde. Et ça ne fait que rendre les ténèbres autour encore plus profondes. Robinson, évidemment, toujours lui. Il a ce don incroyable pour réapparaître dans les pires moments, comme s'il était la preuve vivante qu'on n'échappe jamais à la misère. Et puis il y a Molly, la deuxième grande lueur d'espoir. En plein cœur de la froideur industrielle américaine, voilà une femme qui lui offre une gentillesse simple, un amour vrai, sans calcul. Avec elle, Bardamu a une chance de s'en sortir, de devenir quelqu'un de normal. Mais Bardamu est incapable d'accepter ce bonheur simple. Il ne sait pas faire, alors il fuit. Il quitte Molly, il quitte l'Amérique et il rentre en France. C'est là, dans la dernière partie du livre, que tout va se jouer pour lui et pour Robinson. L'acte final se déroule en banlieue parisienne, et c'est peut-être le plus terrible. Fini les grands voyages, fini l'exotisme de l'horreur. Maintenant, la nuit, elle est là, au quotidien. Dans la misère des petites gens, la maladie, la jalousie, la méchanceté ordinaire de ses propres patients. C'est la démonstration finale. L'enfer, c'est la vie de tous les jours. Et c'est dans ce décor sordide que le destin de Robinson va basculer. Il est engagé pour commettre un meurtre, mais le plan tourne mal, et c'est lui qui en paie le prix. Il devient aveugle. Complètement dépendant, il essaie de fuir une dernière fois, mais il est rattrapé par un amour possessif et toxique qui finira par le tuer, littéralement. Après la mort de Robinson, il n'y a plus rien. Le voyage est terminé. Il ne reste que le vide et le constat final de Bardamu. C'est mieux que ça se finisse comme ça.
Les dernières paroles de son double sont un souffle de soulagement. Une fatigue infinie de la vie, comme si la mort n'était finalement qu'une simple délirance. Et Bardamus se retrouve seul, complètement vidé. Il réalise que même Robinson, dans son délire, avait un but, se faire tuer. Lui, Bardamus, il n'a plus rien. Même plus son compagnon de misère pour lui tenir compagnie dans la nuit. Le livre se termine comme ça, qu'on n'en parle plus. Une porte qui se ferme, un ordre de se taire. Après avoir tout dit, tout craché avec une langue qui a tout révolutionné, la seule chose à faire, c'est le silence. Et pourtant, le bruit de ce livre, lui, n'a jamais cessé de résonner. Il nous force encore aujourd'hui à regarder nous aussi jusqu'au bout de la nuit.